Madame, Monsieur, soyez les bienvenus, c'est l'heure de l'invité et j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui une femme de conviction, une plume engagée, une Africaine qui ose, l'écrivaine Mawa Bakayoko, auteure de plusieurs ouvrages avec toujours en toile de fond l'éveil des consciences, l'appel à la prise de conscience collective des maux qui minent nos sociétés. Mawa Bakayoko, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir une fois de plus sur votre plateau. Alors, vous auriez pu être leader d'une association pour la défense des droits des enfants, des jeunes, des femmes, mais vous préférez mener votre combat d'éveil des consciences, de sensibilisation à travers des lettres, à travers les romans, les valeurs que vous distillez dans vos romans. Pourquoi le choix de la littérature? J'ai pour passion l'écriture. J'aime écrire. Écrire pour moi, c'est me libérer, c'est me sentir bien. Et donc, j'ai choisi ce créneau parce que c'est un créneau qui m'y sied. Et j'estime pouvoir mieux m'exprimer à travers une plume. J'estime pouvoir mieux m'engager avec une plume. Et cela, c'est, comme je dis, c'est avec ce fer de lance-là que je vais au combat. C'est avec ce fer de lance que vous partez au combat. Aujourd'hui, avec votre bâton de pèlerin, vous partez en guerre contre les VBG, les violences basées sur le genre, le mariage précoce des jeunes filles, l'excision, les violences faites aux femmes. Mais précisément, l'excision que vous abordez dans votre dernier livre, On me l'a ôté. Ça, c'est juste une question personnelle. Avez-vous été victime personnellement de ce phénomène? Je vous remercie. J'ai vécu l'excision. Toute jeune, j'étais encore à l'école primaire. J'ai vécu l'excision, j'ai voulu réécrire cette histoire de ma vie. Je dirais cette partie un peu douloureuse de ma vie. J'ai voulu la réécrire dans cette œuvre, qui est complètement une œuvre autobiographique. Et donc j'ai subi l'excision. Alors vous avez subi l'excision et quand je reviens un peu, je me réfère à votre ouvrage où vous parlez des filles qui avaient été excisées une première année, je suis à la page 14, et ces mêmes filles excisées de l'année écoulée ont été rappelées encore pour cette même cérémonie et on s'est rendu compte que, je lis juste à partir de la page 15, tout à coup, le ciel commença à s'assombrir. Le tonnerre se mit à gronder au-dessus du marigot alentour. Le soleil, comme pourchassé, disparut subitement sans que l'on ne sache comment. La nuit tomba en pleine journée sur le marigot. Le ciel semblait se rapprocher des têtes des hommes, des éclairs déchiraient les gros nuages accompagnés de bruits infernaux, et tout se figea instantanément. Tout ce qui était derrière, dans cette clairière, humains, animaux, végétaux, marmites, djembés, rien n'avait échappé à la furie d'une puissance invisible. Ils se transformèrent en pierre. Tous ceux qui étaient venus, qui avaient participé à cette cérémonie d'excision, furent tous figés en pierre. C'est un peu comme si la nature même semblait se révolter contre cette pratique. Absolument, tout à fait. J'ouvre mon livre avec ce tableau-là, une scène qui est devenue aujourd'hui, je dirais, une légende. Personne ne sait quand est-ce que cette légende a eu lieu, comme on le dit, la légende. Alors donc, ils ont voulu récidiver l'acte de l'excision parce que l'année d'avant, c'était une très belle fête. Ils ont vraiment adoré la fête. Et les villageois ont même réclamé que la récidive se fasse. Mais la nature en a décidé autrement. Ils restaient tous figés en pierre. Et l'excision ne fut jamais renouvelée. Et ce village, désormais, l'excision fut bannie de leurs coutumes. Même la nature, je dis tantôt, l'excision doit disparaître. L'excision va disparaître. C'est comme aujourd'hui, ces derniers soubresauts que nous voyons de part et d'autre, c'est comme un poulet à l'agonie. L'excision, avant, c'était d'enlever une fille dans une classe de filles pour la mettre dans une classe de femmes. On la coupait pour la rendre encore plus mature, pour la rendre plus forte, pour la mettre dans une autre classe. Aujourd'hui, pour figurer dans une classe, on vous parle de bac plus 5. On vous parle de maîtrise, on vous parle de doctorat. Alors, couper quelqu'un pour la faire changer de classe, ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens. Et donc, l'excision doit mourir de sa belle mort. Chose indéniable. Mais en même temps, je dis, on ne peut pas tout jeter.
Cette partie douloureuse, je l'explique parce que je le dis, moi je fais le deuil de mon excision. Je suis passée à autre chose et je décrète que d'autres filles ne devraient pas l'être. Parce que nous avons d'autres challenges qui peuvent se faire avec des parties, des zones positives de la culture qui existent. On ne peut pas partir vers la conquête de ce monde aujourd'hui qui nous défie avec ces pratiques, je dirais, nocives. Mais en même temps, je dis, il ne faut pas tout jeter. L'excision, on va l'enlever. Le mariage forcé, on va le jeter. Mais d'autres pratiques devraient subsister et puis voir le monde autrement. Voir le monde autrement, justement. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres personnes, des organismes, des institutions pour lutter contre ce genre de phénomène? Et puis surtout, quelles sont les solutions que vous-même vous proposez contre l'excision, le phénomène d'excision en Afrique? Je partage effectivement avec d'autres structures, mais pas de manière formelle. Je partage souvent leurs débats, je vais souvent à leurs rencontres. Et j'estime que quand on me fait appel, je vais partager mon point de vue. J'apporte le peu je dirais, la sachante que je suis par rapport à ce phénomène, j'apporte également mon grain de sel. Je suis complètement pour le combat contre l'excision, parce que j'estime que ça n'a plus droit de citer. Mais en même temps, je tiens à le dire, il y a des pratiques qu'on peut conserver, qu'on peut apporter à la société, qu'on peut expliquer autrement à la société sans pour autant passer par ces violences, par ces douleurs qui n'ont pas droit d'être. Ces douleurs qui n'ont pas droit d'être, mais pour caricaturer un peu en Afrique, on dit quand vous voulez cacher quelque chose, mettez-le dans un livre. Et aujourd'hui, vous avez fait le choix des romans, des œuvres littéraires. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste pour une certaine classe que la grande majorité des Africains n'iront pas puiser à la source de votre savoir dans vos livres? Est-ce que vous ne pensez pas à diversifier vos canaux? Vous organisez des conférences publiques? Est-ce qu'il y a des mini-séries que vous pouvez réaliser pour vraiment faire ressortir toutes ces valeurs que vous prônez dans vos romans, dans vos œuvres? Ok. À la base, j'écris. Ça, c'est plus fort que moi. Il faut que j'écrive. Maintenant, l'adhésion du public, c'est moi qui vais vers le public. C'est vrai, on dit les gens ne lisent pas, mais je vous avoue quand même que j'ai été agréablement surprise pendant... mon livre est sorti il y a 3 mois. Et pendant les 3 mois, je suis allée au contact. Je suis allée au contact, comme je le disais, je suis allée dans toutes sortes de librairies, même les plus improbables, pour échanger sur mes œuvres, pour expliquer aux gens ce dont il est question dans mes écrits. Et je ne pourrais pas donner de statistiques, mais à mon niveau, je pense que les choses peuvent bouger. On dit aujourd'hui qu'on ne lit pas, mais d'abord, l'éducation doit s'attaquer à cela. On ne lit pas parce que nous-mêmes ne sommes pas lecteurs, parce qu'on ne montre aux enfants que les enfants ne copient ce qu'on leur montre. Et donc, il est bon que cette éducation à la lecture se fasse à tous les niveaux. Il faut qu'on fasse comprendre aux uns aux autres que la lecture, c'est le futur, c'est notre devenir. Et qu'en ouvrant un livre, nous nous enrichissons. Et comme vous le dites, ce n'est pas facile. Et donc, du coup, vous êtes obligé de vous déporter vers ces réalisateurs. J'en ai rencontré quelques-uns. Parce que j'estime qu'il faut le maximum de personnes pour le moment. Le temps de sensibiliser le maximum à la lecture, il faut diversifier. Et je suis allée au contact de certains réalisateurs, dans l'espoir qu'on puisse également mettre cela, parce que je dirais que c'est le canal le plus rapide aujourd'hui pour informer les uns et les autres. Et j'espère pouvoir tisser une très bonne collaboration avec ceux avec qui j'ai déjà pris langue, pour qu'on puisse sortir quelques éléments en film, en vidéo et autres. Et ce serait vraiment mon souhait. Ce sera vraiment votre souhait et ça sera vraiment à l'avantage de toutes ces populations qui n'attendent qu'à découvrir les valeurs que vous prônez dans ce livre. On me l'a ôté, 183 pages de conviction, de vision éclairée. Alors, en un mot, je ne peux pas dire en un mot, en une phrase, vous partez, vous prenez l'excision comme fil conducteur. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chef-d'œuvre? On me l'a ôté. Absolument. Le fil conducteur, c'est l'excision. C'est l'excision, mais au-delà, vous avez plusieurs thématiques qui ressortent. L'excision, j'ai voulu faire ma part. J'ai voulu également fermer ce volet de cette partie de ma vie. C'est vrai que j'aurais fait beaucoup de livres, mais cette partie un peu difficile de ma vie, il fallait que je la mette sous presse. Et c'est ainsi que j'ai décrit un passage assez, je dirais, assez détaillé de ce que j'ai vécu.
Mais nous avons d'autres valeurs. Et c'est cela, ce grand message qui ressort de cette œuvre. On ne peut pas tout jeter. Tout n'est pas mauvais en Afrique. Comme tout n'est pas bon ailleurs, il y a du mauvais, il y a du bon. Et c'est mauvais, comme je le dis, l'excision, ouf, il faut l'enlever. Le mariage forcé, il faut l'enlever. Mais nous avons d'autres valeurs. Ces valeurs, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Nous avons une particularité. Il ne faut pas aller conquérir le monde en se diluant dans le monde. Nous avons des spécificités. Nous avons des cultures. Nous avons des valeurs qui nous ont été transmises par ces générations passées. Nous pouvons les adapter à notre quotidien. Nous pouvons le faire. Nous pouvons en faire des valeurs que d'autres vont apprécier, comme nous apprécions celles des autres. Et donc, c'est vraiment, je dirais, le grand message qui est derrière cette œuvre. On me l'a ôté. Certes, on m'a ôté une partie de chair et j'en ai fait le deuil parce que j'estime que je ne vais pas passer toute ma vie à m'apaisantir sur quelque chose qui n'existe plus. Mais en même temps, je dis, bon, je vais à la conquête du monde avec ces valeurs-là qui existent encore dans nos cultures et qu'il ne faille pas les oublier. Merci encore Mawa Bakayoko. C'est ici donc que se referme cette page de l'invité. Mesdames et messieurs, agréable suite de programmes sur nos antennes.